Le journal de l'Afrique, bienvenue dans l'actualité ce soir. Nous irons d'abord dans le fief des Kamwina Sapu, cette milice victime présumée d'exactions de l'armée congolaise, un document rare. La rencontre Le Pen-Déby, la candidate du FN est au Tchad, visite de 2 jours pour saluer notamment les militaires de Barkhane, vous l'entendrez. Et puis du foot, le nouveau sélectionneur ivoirien est un Belge, Marc Villemot est nommé à la tête des éléphants à un contrat de 2 ans, portrait et enjeu avec Benoît Perrochet. D'abord donc, nous partons dans le fief de cette milice qui fait tant parler en RDC, les Kamwina Sapu. Elle serait victime d'exactions de l'armée congolaise, de nouvelles vidéos vérifiées par RFI en témoigneraient. Rencontre donc avec ces miliciens, de rares images commentées par Nicolas Germain. Des barrages rudimentaires, des traces de violence. C'est la commune de Ganza, un fief des miliciens Kamwina Sapu. Ils portent un bandeau rouge. Très jeunes, ils ne sont généralement armés que de couteaux. Leur chef a été tué par l'armée en août et depuis, les violences ont fait des centaines de morts dans le Kasaï. Notre mouvement se base sur la souffrance congolaise, que les enfants, les peurs, le meurtre sont en train de souffrir de temps en temps. C'est depuis que l'on nous avait menti depuis 1963, depuis 1960. Nous avons eu l'indépendance, mais nous sommes les dépendants jusque-là. De récentes vidéos sur les réseaux sociaux montreraient des soldats congolais abattre des miliciens Kamwina Sapu désarmés. Le gouvernement a d'abord parlé de montage grossier, mais samedi, 7 militaires ont finalement été arrêtés, accusés de crimes de guerre. Les civils de Ganza dénoncent aussi le rôle de l'armée. Ils arrêtent les jeunes gens n'importe comment et innocemment. Et les militaires sont en train de casser les portes des gens, entrer dans des maisons, prendre les histoires, c'est-à-dire piller, les pillages par les militaires. Hein? Nous sommes vraiment indignés de ces comportements-là. La porte-parole par intérim du gouvernement nous a dit qu'elle attendait des faits plus précis avant de faire un commentaire. Ce mois-ci, des journalistes ont pu filmer des fosses communes à Tchimbulu, dans le Kasaï. L'ONU soupçonne les forces congolaises d'avoir tué 84 miliciens Kamwina Sapu dans cette zone le mois dernier. Du nouveau dans l'enquête sur les accusations de viol en Centrafrique, un non-lieu a été requis d'après plusieurs sources contre les soldats français de Sangaris. C'est au tour à présent au juge d'instruction de trancher, lancer un procès ou confirmer ce non-lieu. Jusqu'ici, aucune mise en examen n'a été prononcée. Marine Le Pen est au Tchad. La candidate du Front National est arrivée cet après-midi pour une visite de 2 jours. Au programme, rencontre avec les soldats français de l'opération Barkhane. Elle a été reçue tout à l'heure par le président Déby. N'Djamena prévient, il ne s'agit pas d'un soutien. Écoutez la présidente du Front National au micro de France 24. Nous avons bien entendu discuté de la coopération entre le Tchad et la France dans la lutte contre ce terrorisme, la manière dont on doit envisager l'avenir, peut-être avec notamment le G5 Sahel. Nous avons fait un petit peu le tour de la situation politique des pays voisins et nous avons exprimé, nous avons partagé en quelque sorte les inquiétudes qui étaient les nôtres sur la situation de la Libye. Monsieur le Président et moi-même avions la même analyse. Au moment de l'intervention française, nous pensions qu'il s'agissait là d'une très grave erreur qui allait avoir des conséquences lourdes. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc nous avions été, lui en Afrique et moi en Europe, peut-être les plus lucides sur cette situation. Ils ont le sentiment d'être marginalisés. Il y a plusieurs mois maintenant, les anglophones du Cameroun avaient fait part de leur frustration. Le mouvement avait été très suivi, notamment par les avocats, les enseignants. Certains leaders avaient même été arrêtés. C'est le cas de Paul Ayahabine, avocat à la Cour suprême. Sa demande de libération a été rejetée ce mardi. C'est donc la déception pour ses proches que Marcel Amoko et Zigoto Chaya ont suivi. Des louanges à la gloire du Seigneur. La prière pour commencer la journée, un rituel chez la famille Aya depuis le 21 janvier dernier, depuis l'arrestation de ce magistrat anglophone, avocat général à la Cour suprême du Cameroun. Une interpellation ici à son domicile, sans qu'un mandat d'arrêt n'ait été présenté à la famille, qui ignore les charges retenues contre lui. Pour le dernier fils du magistrat arrêté, c'est une violation de la loi. L'arrestation s'effectue avec un mandat d'arrêt.
article 18 du Code de procédure pénale, sauf en cas de flagrant délit. Quand il n'y a pas un mandat d'arrêt, on ne parle plus d'une arrestation, on parle d'un enlèvement. Un magistrat qui est aussi un ancien député du parti au pouvoir, devenu depuis un opposant au régime. Un chef d'un petit parti de l'opposition, sous les verrous comme d'autres leaders des 2 régions anglophones du pays. Son épouse ne cache pas son inquiétude sur son état de santé, qui d'après elle s'est brutalement dégradé ces 2 derniers mois. 2 jours dans la cellule, la face, et il commence à se demander, il commence à se plaindre. Il noircit ici, là. Faut penser qu'on ne peut pas s'inquiéter. Ce matin, elle prépare le petit déjeuner pour son époux incarcéré, le plus haut magistrat anglophone du Cameroun. Sur les réseaux sociaux, la famille publie des messages sur l'audience qui devait statuer sur sa demande de remise en liberté. Mais quelques heures plus tard, non loin du tribunal, c'est la douche froide. Pas de liberté pour le magistrat, à la grande déception de son épouse. Nous sommes déçus, mais ça ne fait rien. Il y a un Dieu qui vit, qui sait tout. Prochain rendez-vous avec la justice pour les autres leaders anglophones dans 48 heures, avec le soutien de leur famille qui se prépare pour un long combat judiciaire. Cette question à présent, comment en finir avec le plastique en Afrique? Certains pays comme la Tunisie ou encore le Tchad l'ont déjà interdit dans les commerces. En 2015, le Sénégal avait pris les devants. Le gouvernement avait déclaré la guerre aux sachets, mais ces efforts n'ont pas payé. Voyez ce reportage signé Marc de Chalvron. Tout un continent, l'Afrique, qui étouffe sous ses déchets plastiques. Loin d'être un mythe, ici autour de la ville de Thiès, comme partout au Sénégal, noyés dans les ordures ménagères ou accrochés aux branches, du plastique qui empoisonne la vie des animaux et celle des hommes. Vous voyez, tout ça sont des plastiques et ça ne disparaît pas, ça gâte la nature. Le Sénégal produit chaque année plus de 200 000 tonnes de déchets plastiques, à ne plus savoir qu'en faire. L'État a bien tenté de faire quelque chose en interdisant ces petits sacs en plastique fin, sans grand succès. Si rien n'est prévu à la place, nous, on continue ce qu'on faisait jusqu'ici. 5 millions de sachets plastiques sont ainsi utilisés tous les jours et finissent la plupart du temps leur vie dans la nature. Dans toutes les décharges du pays, on peut voir des gens s'activer à la recherche de plastique. Le plastique coupé, il faut le mettre dans le camion, là. Germaine Faye, la chef d'orchestre. C'est elle qui paye ses prestataires autour de 10 centimes d'euros le kilo. 42 kilos. Germaine Faye a commencé à ramasser le plastique elle-même, avec un groupe de femmes à l'époque. Elle travaillait dans les champs. On avait du mal quand on préparait les champs parce que le plastique était partout dans la terre. On était obligé de s'éloigner pour cultiver. C'est pour ça qu'on a commencé. C'était il y a 20 ans et Germaine Faye dirige aujourd'hui la collecte de son entreprise, Proplast. Dans le camion, il y a plus de 2 tonnes. Proplast est aujourd'hui le leader du plastique recyclé au Sénégal. Ici, on nettoie, on trie et on reconditionne plus de 2000 tonnes de plastique usagé par an. L'entreprise est florissante. Elle fait vivre plus de 200 personnes. Il y a de l'argent à gagner avec le plastique recyclé. Et les Sénégalais l'ont bien compris. Une industrie qui n'en est qu'à ses débuts. Environ 5% des déchets plastiques sont aujourd'hui recyclés au Sénégal. Du foot pour terminer, des Diables Rouges aux éléphants. Marc Wilmots devient sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bonsoir Benoît Perrochet. Bonsoir Julien. Le Belge a donc signé pour 2 ans. Oui, il a signé ce soir. Il donnera sa première conférence de presse en tant que sélectionneur de la Côte d'Ivoire ce mercredi. On imagine une conférence de presse qui sera très très attendue par les nombreux supporters ivoiriens. C'est loin d'être un inconnu, évidemment. Marc Wilmots, on le connaît bien, notamment en France. Il a joué du côté des Girondins de Bordeaux. Il a également fait l'essentiel de sa carrière en Allemagne, attaquant de Schalke 04. Et il a donc eu la préférence de la fédération aujourd'hui parmi 58 autres candidats. Celui
celui qu'on surnomme le taureau pour son caractère bien trempé, ancien sélectionneur de la Belgique, vous l'avez dit, qu'il a emmené tout de même au sommet du classement FIFA, quart de finaliste du mondial en 2014 au Brésil, comme à l'Euro 2016. Et là, ça a été un peu perçu du côté de la Belgique comme un échec, puisque les Diables Rouges figuraient parmi les favoris à la victoire finale lors de ce championnat d'Europe qui avait été organisé, vous vous en souvenez, en France. Première expérience donc africaine pour Marc Wilmots, qui prend la suite de Michel Dussuyer, des missionnaires à la suite de l'échec des tenants du titre. Ils étaient tenants du titre, les Ivoiriens, lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon en janvier dernier. Ils avaient été éliminés dès la phase de groupe. 2 matchs amicaux sont prévus pour la Côte d'Ivoire et ça ne sera pas Marc Wilmots sur le banc, mais le sélectionneur intérimaire Ibrahim Kamara pour ces 2 matchs face à la Russie et face au Sénégal. On devrait retrouver normalement Marc Wilmots sur le banc ivoirien lors de la reprise des éliminatoires au Mondial 2018. C'est bien parti pour les Ivoiriens. Ils sont, après 2 matchs, seuls en tête de leur groupe devant le Gabon, le Maroc et le Mali. Prochain match qui compteront pour les Ivoiriens, ce sera fin août, début septembre, une double confrontation face aux Panthères gabonaises. Et donc un taureau chez les éléphants, si j'ai bien compris. Merci beaucoup Benoît Perrochet. Merci à vous. Restez avec nous à suivre, c'est le journal de 22h avec Aude Le Christ.